On va traiter d'un sujet qui n'a rien de clivant, devant lequel on est finalement tous égaux en tant qu'utilisateurs, hommes ou femmes. C'est comment fait-on, et vous qui êtes effectivement tous dans le secteur de l'informatique, pour améliorer le quotidien de nos utilisateurs. Derrière le mot utilisateur, il y a effectivement des humains qui ont un travail à fournir et qui, à un moment ou à un autre, subissent un certain nombre de problèmes en termes de productivité. Donc je voulais déjà, Bernardo, vous remercier d'être présent aujourd'hui. Donc Bernardo Ramos Arkema qui va se présenter. Bernardo, est-ce que, déjà en quelques mots, pour faire simple, vous pouvez nous présenter Arkema? J'imagine que beaucoup d'entre vous connaissent. Je travaille chez Arkema, qui est un acteur mondial de la chimie de spécialité des matériaux avancés. On est présent un peu partout dans le monde, avec aussi bien en Europe qu'en Amérique et en Asie. Et avec en volume informatique, qui est ce qui nous intéresse le plus, d'environ 15 000, enfin c'est un volume qui évolue chaque jour, mais d'environ 15 000 postes de travail et entre 15 000 et 20 000 utilisateurs. Moi, je m'occupe actuellement de certains projets de déploiement dans le domaine de les fournissements. Je trouve toujours les mots en anglais. La delivery, donc la livraison de services IT comme des outils pour la gestion des services ou des outils, d'autres outils pour l'administration des postes de travail, etc. Donc en général dans le domaine du support de proximité vis-à-vis des utilisateurs finaux. Et donc c'est dans ce contexte-là que je vais intervenir. Et je voulais dire que je n'ai pas préparé une intervention académique. C'est plutôt interactif qu'on devrait avoir. Donc n'hésitez pas à m'interrompre, à poser des questions au fur et à mesure. Donc effectivement, dans le terme atelier, vous l'avez compris, il va falloir que vous travaillez un peu pour introduire un petit peu l'interactivité. L'intérêt, finalement, c'est d'échanger, même si le format s'y prête pas trop. Bernardo, donc, je vais simplement illustrer ça par quelques chiffres qui sont issus du Forrester ou du Gartner. Quand on regarde finalement un petit peu ce qui se passe du point de vue du support, quand on analyse les chiffres, on voit finalement qu'il y a, et c'est les statistiques qui sont données, à peu près 40% des incidents qui sont non déclarés et entre 30 et 50% des incidents qui sont non catégorisés. Donc ça plébiscite pas, je dirais, le mode analyse de tickets ou le mode réactif. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quels sont les process, les projets que vous avez menés justement pour sortir de ce modèle réactif et rentrer dans un modèle où la proactivité prime? Oui, en fait, je vais faire un retour d'expérience sur l'utilisation de Nexthink. Nexthink, c'est un outil qui est très séducteur pour les agents IT, les acteurs IT. Mais nous avons voulu avoir une démarche pragmatique en ayant des ambitions relativement modestes pour être sûr de réussir à l'introduction de l'outil dans notre organisation. Donc on a défini 5 ou 6 objectifs pour la première année. Et ces 5 ou 6 objectifs qui sont orientés services de support de proximité, même si Nexthink, on compte l'utiliser bien au-delà de ça. Et donc, ces 5 objectifs vont accompagner d'une formation qui est adaptée, orientée à ces objectifs, d'une quarantaine de personnes dans
dans l'organisation du service de support de proximité, hein, donc, qui vont être formés pour utiliser Nexink pour atteindre ces objectifs. Donc les objectifs sont assez classiques. Donc il y a améliorer la sécurité, c'est la priorité principale, hein, donc améliorer la sécurité de notre environnement poste de travail. Ensuite, il y a l'objectif d'anticiper les problèmes de disponibilité du poste, avoir une meilleure réactivité face aux problèmes de performance. Il y a aussi comme objectif mesurer l'efficacité des campagnes de promotion. On est dans une démarche de promotion, déploiement de la digital workplace, de tout ce qui est digital. Et donc, on fait des campagnes de promotion. On souhaite être en mesure de vérifier, constater quel est le résultat de toutes ces campagnes. On veut optimiser le remplacement des postes de travail. Dans un environnement comme le nôtre, il y a une évolution continue des postes de travail, parfois avec des difficultés budgétaires, donc il faut prioriser, et donc on compte utiliser, enfin on utilise déjà Nexink pour mieux identifier, mieux cibler, prioriser les postes qui nécessitent un remplacement en fonction de l'usage, et puis au moment du remplacement, optimiser l'opération de renouvellement, de remplacement elle-même. Et finalement, on a aussi un objectif qui est très associé aux questions budgétaires, qui est l'optimisation des licences de logiciels. Voilà, donc c'est 5 objectifs qu'on compte atteindre cette première année d'utilisation de Nexink. Donc on a parlé de Nexink en termes effectivement de sécurité, de compliance du poste, passer d'un mode effectivement réactif à un mode proactif. Déjà, je vous interpelle, hein, est-ce que ça suscite quelques questions chez vous par rapport à ce qui a été évoqué? Est-ce que vous-même, pour certains, et vous souhaitez vous exprimer sur le sujet, vous êtes dans cette démarche de changement de paradigme, à savoir, essayons d'anticiper au mieux les incidents pour pouvoir réduire le nombre de tickets, par exemple? Est-ce que ça, ce sont des sujets de préoccupation? Est-ce que vous êtes en train de penser à vous organiser pour ça? Et on profiter pour poser des questions à Bernardo sur le comment. Oui, monsieur. Est-ce que vous avez des processus utiles déjà en place dans votre organisation ou pas? Oui. On est très normé ITIL depuis des années, hein, depuis déjà. Le déploiement de ce type d'outils, quelles ont été les grosses difficultés que vous avez pu avoir en regard à ces processus En fait, vous posez la question par rapport aux autres outils ou à Nexink? À celui-ci. Non, mais au contraire, hein, le fait d'avoir déployé, d'avoir eu une démarche de formalisation avec ITIL facilite énormément l'adoption de ce type d'outils, parce que du coup, on l'inscrit dans les démarches. C'est relativement facile vis-à-vis de nos acteurs qui sont habitués à ce langage-là de bien positionner les objectifs, les démarches grâce à cette formalisation préalable. C'est plutôt un facilitateur. Hein. Juste pour compléter votre question, je dirais qu'il y a un des points qui est assez fondamental à appréhender et qui est en lien avec le niveau de maturité en fait, de vos organisations. C'est non pas d'appréhender ce type de technologie, et Nexink en particulier,
comme un outil, c'est-à-dire avoir une approche qui est bottom-up. C'est-à-dire qu'on regarde effectivement comment ça se passe techniquement, et puis on ne se préoccupe pas du reste. Il est important, je crois, et je parle sous votre contrôle, Bernardo, dans le cadre de vos projets, d'intégrer la logique de gouvernance du poste de travail. C'est-à-dire qu'on part du haut, on va avoir un certain nombre d'agrégats, d'indicateurs, de scores, et c'est en partant effectivement de ces éléments-là qu'on va derrière mettre en place les process de change. Donc ça, c'est important. C'est important aussi de faire partager et porter ces projets au bon niveau de décision dans vos organisations. Parce qu'on va en parler après, ça change quand même un certain nombre de choses, sauf si à un moment ou à un autre, on a anticipé ces sujets-là. Donc ça veut dire que le paradigme, je passe du mode réactif au mode proactif, doit quelque part être inscrit dans la stratégie workplace de votre entreprise. Et ça, c'est important. C'est un petit peu la garantie du succès de ce type de projet. Sinon, on ne tire pas la quintessence de ce type de solution. Oui, en fait, pour rebondir sur la gouvernance, Nexink, c'est un outil a priori pour les acteurs IT qui vont y trouver une mine d'or d'informations très très large sur l'environnement du poste de travail, sur l'environnement du système d'information global lui-même. Mais un des avantages de cet outil, c'est qu'en plus, ça nous fournit directement un certain nombre de tableaux de bord synthétiques, très faciles à comprendre pour les managers. Donc le management a une vue avec une technique d'indicateur de scoring, comme on dit dans l'outil, qui permettent de mesurer, d'avoir une vue assez rapide avec en seul chiffre de l'état de santé de notre système en fonction de 5. On a créé un système de dashboard avec 5 domaines d'activité, donc la sécurité, le comportement de l'utilisateur, le réseau, le matériel et le logiciel, la conformité logicielle. Et on a très rapidement une vue de l'état de santé de l'ensemble ou d'une partie du périmètre en fonction du niveau de responsabilité de chacun. Et sur ces tableaux de bord, manager va avoir une vue d'ensemble qui peut lui être utile, mais en acteur IT, en technicien, va pouvoir approfondir en ciblant là où ça fait mal. C'est-à-dire que si à un certain moment, il y a un indicateur qui dit le niveau de sécurité par rapport à cet aspect-là est faible, on peut rapidement aller analyser en détail avec tous les éléments nécessaires quels sont les 220 postes ou les 15 postes de travail qui ont des problèmes avec l'état de mise à jour de Kaspersky ou de l'antivirus, ou avec le fonctionnement du réseau, ou avec la qualité du service Skype, par exemple. Donc c'est assez facile, et donc pouvoir approfondir. Et le point de départ est le même pour les deux. Donc ça donne aussi un niveau d'intégration assez intéressant. Ouais. C'est-à-dire qu'on va retrouver effectivement des informations qu'on ne trouve pas forcément dans d'autres solutions, ou de façon parcellaire, et ça permet effectivement d'avoir une vue agrégée, globale, et à partir de ce moment-là, prendre des décisions et pouvoir activer, je dirais, les services concernés. Si le problème vient de l'infra, ou si le problème vient du workplace, ou si le problème vient des équipes Outlook, ça permet à un moment ou à un autre effectivement d'activer les sujets. On a, et je crois que c'est un terme que vous utilisez aussi, on fait souvent la comparaison bien évidemment avec la logique médicale, c'est-à-dire qu'on était finalement avant dans une logique curative, c'est-à-dire qu'on traitait le mal quand il se présentait
présentait. Aujourd'hui, on est davantage dans une logique effectivement proactive. On anticipe les sujets et on est plus finalement sur les logiques d'hygiène du poste, si je puis dire, hein, où on regarde en permanence si tout va bien. C'est la logique de score que vous avez évoquée. Ça permet effectivement de mesurer là où on se situe. Et je fais une aparté aujourd'hui. Effectivement, on peut se situer par rapport à votre contexte particulier et raisonner en termes d'amélioration. Mais on est aussi en train d'innover sur ces sujets. Et on a un certain nombre de data qui proviennent de nos clients qui permettent de vous mesurer par rapport effectivement à d'autres entreprises qui ont les mêmes caractéristiques que les vôtres. Donc sur des sujets comme Skype ou comme Outlook. Et voir effectivement derrière, en anticipation, comment je peux, à un moment ou à un autre, tendre vers, on va dire, la moyenne de la classe, ou si je suis au-dessus, bien évidemment, c'est pas un problème. C'est très bien, vous faites partie des bons élèves. Mais en tout cas, c'est ce genre aussi d'indicateurs, au-delà de la partie gouvernance interne et du pilotage de la solution, c'est ce type d'indicateur aussi qu'on met en place et à disposition, notamment grâce à des clients comme Arkema, qui partagent effectivement le retour d'expérience. Voilà. Oui, je voulais aussi insister sur le fait que l'objectif, il ne faut pas oublier ça, l'objectif que nous avons, c'est améliorer la qualité du service et surtout la qualité du service perçu par les utilisateurs. Donc, l'ensemble des objectifs qu'on s'est fixés ont cette orientation. Donc, et c'est pour ça qu'on essaie plutôt que de réparer ce qui est cassé, c'est de réparer avant que la casse se produise. Hein. Donc, et ça nous permet être visible vis-à-vis des utilisateurs, pas pour réparer des choses, mais pour leur annoncer qu'on va réparer quelque chose qui n'est pas encore, ou qu'on va prévenir, hein, quelque chose qui n'est pas encore en panne. Et puis, je voulais aussi préciser un élément important, c'est que même si Nexink est un outil orienté poste de travail, et le fait qu'on collecte beaucoup d'informations, enfin toutes les informations nécessaires sur l'ensemble du système d'information tel qu'il est vu par l'utilisateur, ça nous permet d'avoir une vision des autres éléments, donc applications, services, réseaux, etc., mais avec une vue beaucoup plus complète et intégrée que celle qu'on peut avoir lorsqu'on va analyser chacun de ces services. Parce qu'on va avoir la vue depuis les yeux de l'utilisateur final des différents systèmes, des différents services. Et à chaque moment, on peut en plus avoir une comparaison entre les différents sites ou les différents types d'utilisateurs, ou enfin, les différentes populations, par rapport en services bien précis. Donc, en plus c'est un outil extrêmement séducteur pour les acteurs IT qui ont besoin d'analyser un problème de performance, un problème non pas sur le poste de travail, mais un problème de performance sur un service qui est ailleurs, hein, c'est une application, c'est dans le cloud. Et donc avec Nexink, on va pouvoir identifier lorsqu'on a trouvé des problèmes, et on a eu déjà pas mal de cas d'utilisation comme ça. Donc, analyser l'ensemble des éléments et identifier où se trouve le problème et donc être capable d'être pertinent pour aller le résoudre. Donc, c'est en désavantage. En fait, la meilleure vue d'ensemble du système d'information, c'est celle qu'on peut avoir à partir de Nexink. Et puis, il y a un élément, peut-être, je pourrais mentionner un exemple d'utilisation, c'est lorsqu'on va
essayer d'optimiser la gestion des licences de logiciels. Le plus qu'on peut avoir avec Nexink, en plus d'identifier toutes les installations, tous les postes où on a un certain logiciel installé, etc., c'est qu'en plus, ça va nous donner le niveau d'utilisation. Et donc, on peut identifier quels sont les postes sur lesquels un logiciel est sous-utilisé et donc nous permettre de désinstaller ou de proposer des désinstallations lorsque le logiciel n'est pas trop utilisé. Hein. On a des cas où c'est plus de 80% des logiciels qui sont installés, des logiciels de type Visio, de type Project, etc., qui sont installés et qui sont utilisés très très peu. Donc avec ça, c'est factuel. Hein, il n'a jamais été utilisé ou il a été utilisé moins d'une fois par mois. Et ça pour n'importe quel logiciel, n'importe quel. Et c'est un résultat, c'est juste 2 clics hein, pour obtenir ces informations. Donc c'est vraiment puissant. Oui. En fait, l'analyse, on a des... disons que lorsque il y a des utilisations, des analyses nominatives, on a ces accords. Mais en général, la majorité de l'activité qu'on gère dans Nexink, elle est anonymisée. Hein, on va après aller regarder le niveau d'utilisation une fois qu'on a identifié les cas de figure. Mais initialement, les tableaux de bord, etc., c'est vraiment du global. Voilà. Et après, ma question, c'est entre le non-usage d'une application, est-ce qu'il est dû au fait que la personne n'en a pas besoin et que ça a été une mauvaise demande, ou est-ce qu'elle ne l'utilise pas parce qu'elle était mal formée et que du coup, elle ne l'utilise pas Le paradoxe, il est un peu là parce que l'optimisation logicielle par la désinstallation, c'est binaire. Hein. Il utilise, je lui laisse, il n'utilise pas, je ne le laisse pas. Oui, effectivement. Et effectivement, après, la question se pose, c'est au niveau de l'usage, est-ce qu'il a été bien accompagné pour utiliser le produit En fait, c'est pas si binaire que ça. Le résultat de ces campagnes, c'est qu'on fournit aux acteurs locaux, IT locaux, les informations nécessaires pour qu'ils fassent cette analyse plus détaillée, évidemment. Juste pour compléter le sujet, alors, premièrement, sur votre première question, on n'est pas intrusif dans le sens où on ne va pas aller regarder le contenu des utilisateurs dans leurs applications. Par exemple, on ne lit pas les mails dans Outlook. Donc, en règle générale, quand on a expliqué ça, il ne reste plus qu'un seul sujet, hein, c'est celui du Shadow IT, et c'est celui effectivement de navigation non souhaitable. Auquel cas, on peut les anonymiser et lister en fait simplement dans l'application les URL qui sont autorisées, et on ne veut pas regarder le reste. Donc ça, c'est la première question. La deuxième, vous avez raison, on parle d'un sujet qui est bien présent en fait dans nos technologies. C'est finalement l'information technique parfois ne suffit pas à prendre une décision. Dans le cadre du décommissionnement. On a en fait dans notre solution un module qui s'appelle Engage qui permet d'aller en fait interroger les utilisateurs sur des données qui sont plus qualitatives. Donc et à partir de là, quand vous corrélez une donnée technique et une donnée qualitative sur l'utilisation réelle du produit, là vous êtes véritablement en mesure de prendre une décision. Et ça, c'est quelque chose qui s'applique sur l'ensemble des process qu'on met en œuvre au sein de Nexink. Monsieur, je crois que vous aviez une question. Oui, donc on a eu aucun problème connu. Oui, sans contrainte majeure. Disons que le service le déploiement a été fait par étapes, avec une première partie, quelques postes pour
vérifier qu'il n'y avait pas d'impact. C'est un agent, oui, c'est un collecteur qui s'installe. C'est au moment de l'installation de l'agent, est-ce que vous allez rencontrer une difficulté? L'agent ne s'installe pas, il y a des limites, ça ne s'installe pas partout. Il y a toujours quelques postes sur lesquels ça ne s'installe pas. C'est mineur, c'est vraiment très très mineur. Et puis on a installé l'agent de telle sorte que, notre infrastructure est construite de telle sorte que on collecte tous les utilisateurs qui sont mobiles, qui sont nomades. S'ils sont connectés à notre VPN, hein. Mais on collecte également tous les utilisateurs qui sont connectés sur l'Internet sans être connectés à notre infrastructure. Donc même ces utilisateurs-là, ils sont collectés. Pour avoir un ressenti de l'utilisateur de votre plateforme web, c'est ça? C'est nos utilisateurs à nous, nos postes. Ils peuvent travailler sans être connectés par VPN, parce qu'il y a certains services qui sont accessibles en mode SaaS, donc c'est assez fréquent de pouvoir travailler sans se connecter, sauf si on a besoin d'accéder à une ressource interne. Et donc, dans ce cas-là, on a aussi la collecte de ces informations. Alors, nous avons déployé l'outil sur notre environnement de poste de travail qui est un environnement Windows. Donc, on n'a que Windows. L'outil permet d'autres systèmes, mais nous ne l'avons pas déployé. Je crois qu'il y a iPhone, tout ça. Je peux répondre. Oui. La partie, donc oui, on est bien évidemment natif Windows, on est représentatif du marché. On fonctionne aussi sur des environnements macOS et on travaille aujourd'hui pour être compliant avec des environnements mobiles. On ne l'est pas de façon native à ce jour. Ceci étant, quand je regarde les demandes marché, on a assez peu de clients finalement qui nous font des demandes encore à ce jour sur le mobile. Ça reste relativement balbutiant. Pour autant, on est en train effectivement de faire ce move et de faire en sorte que le collecteur, puis c'est bien ça dont il s'agit, puisse à un moment ou à un autre fonctionner sur ces environnements-là. Oui. Les deux, tout à fait. Parce que malheureusement, le préventif ne permet pas de tout prévenir. Ça serait formidable sinon. J'ai identifié que 80% de la population a la version Skype qui a un bug. Bon, pour l'instant, ça n'a pas généré d'appel de ticketing. Mais pour autant, vous voulez anticiper, déployer la version corrective. Ça se fait avec Nexi. Oui, alors il y a deux choses. Donc il y a toute cette démarche proactive. Ensuite, on va bien évidemment pouvoir doter les gens du support de Nexink. Alors ça peut se faire de manière, soit d'une manière autonome, soit d'une manière intégrée. Ça fait partie d'ailleurs des évolutions du projet Arkema qui va être intégré dans ServiceNow. Donc à partir de ServiceNow, quelqu'un qui est au support et qui log un appel va avoir ce qu'on appelle la météo du poste et va voir à un moment ou à un autre quels sont les signaux vert, rouge ou orange et quelles sont les directions dans lesquelles il doit aller pour régler le problème. Donc ça, c'est le constat du problème. Ensuite, on va un cran plus loin. On va mettre à disposition en fait, des gens du support un certain nombre de ce qu'on appelle des remote actions, qui sont des actions de remédiation, qui vont venir, une fois que le problème est identifié, venir corriger ce problème. Exemple, problème connu identifié de votre support, vous savez qu'il y a un plugin Chrome qui a, je dirais, un comportement non satisfaisant et des incidents sur la performance des postes. Mais une fois que ça a été identifié, vous allez pouvoir lancer une désinstallation sur ce poste-là. Mais là où c'est intéressant, et on boucle la boucle, parce que le mode réactif peut aussi être un mode proactif. C'est-à-dire que sur cet incident en particulier, et c'est là où la fonction support change un petit peu, le métier du support change, ce même utilisateur va se dire, cette même personne va se dire, mais finalement, est-ce que j'ai pas le même problème ailleurs dans mon organisation? Et là, on a deux constantes qui sont intéressantes. La première, c'est qu'on voit l'ensemble des postes.
Donc on va pouvoir lancer en fait une investigation sur l'ensemble des postes qui ont ce plugin, dans le cadre de mon exemple, et pouvoir lancer une désinstallation massive. En imaginant qu'il y en ait 100, un incident logué va vous en éviter 99. C'est le principe d'extrapolation. Et là, la boucle est bouclée. On peut peut-être, je voyais qu'on me faisait signe en disant que le temps qui nous était imparti était terminé, on peut peut-être conclure, Bernardo, sur le sujet, sur la partie projet et puis le ressenti après un petit peu plus d'un an d'utilisation. Comme on vient de le dire, on est en train de préparer l'intégration Nexync ServiceNow, qui est notre outil de ticketing. Et on prépare la roadmap pour les objectifs de l'année suivante. Et on prépare aussi la promotion de l'outil vis-à-vis des autres services, parce que, comme je le disais tout à l'heure, pour les gens qui gèrent les applications, les services, etc., c'est un outil extrêmement puissant. Ça peut nous permettre d'avoir des dashboards similaires pour l'ensemble des applications et avoir donc des comparatifs, etc. Et puis, finalement, juste une recommandation vis-à-vis du déploiement. C'est un outil extrêmement séducteur, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, les acteurs, les techniciens, ils tombent amoureux assez rapidement. Mais il faut se méfier. C'est un outil qui nécessite une préparation pour son déploiement et une gestion dans la vie. Donc, il faut bien étudier, préparer la configuration et puis assurer la maintenance. Mais c'est un outil qui change vraiment le métier des acteurs du support en passant de réparateur à vraiment agir en anticipation. Et c'est là qu'on trouve toute la puissance de l'outil. Si on n'affiche pas cet objectif, on va rater une partie des possibilités. Très bien. Une dernière question, si certains d'entre vous en ont. Non ? Écoutez, merci pour votre écoute, votre participation. Ce que je vous propose, si vous avez des questions complémentaires, bien évidemment, on a un stand dans le cadre de cet événement. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir, même si on a des agendas chargés, on se débrouillera toujours pour répondre à vos interrogations. Merci encore et puis bonne continuation.